si on veut parler de secret, c'est d'avoir une communauté, et c'est d'abord une communauté et ensuite un NFT. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Robert. Donc Get Robert, c'est quoi? C'est le show où en gros vous avez des questions, j'y réponds et on peut commencer. Alors, d'accord, mais en quelques mots, comment les gens investissent là-dessus et se font de l'argent? Je vois le mot NFT, mais je n'y comprends rien. Par quel moyen investir? Combien coûte un NFT? Alors, j'ai pas le contexte initial de la discussion, mais a priori, Hamilton Yahoo avait une question en fait sur déjà c'est quoi, il comprend pas ce que c'est les NFT, comment, en fait il y a trois choses. Donc, première partie c'est en gros comment associer le NFT avec la possibilité en fait de se faire de l'argent, le moyen d'investir et combien coûte un NFT. Donc, avant de répondre à tout ça, donc le NFT, en fait, c'est une technologie qui est au niveau de la blockchain et en fait qui permet la possession en fait sur tout type de biens, qui soient des biens physiques ou digitaux. Donc, c'est la technologie qui permet ça. Donc, NFT, c'est non-fungible token. Donc, quand on comprend ça, donc le fait que ça associe en fait la possession à quelque chose. Ce qu'on comprend en fait, c'est que on fait un lien direct entre une chose qui peut être en fait par exemple, ça peut être une chaussure, ça peut être une maison, ça peut être une voiture. Et ben le lien est fait. Donc ça, c'est grâce au NFT. Et donc ça reflète la valeur du NFT en fait est le reflet de la chose qu'elle représente. Donc dit autrement, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est le NFT, on peut le voir comme une étiquette qui représente une chose et l'aspect en fait monétaire et au niveau de l'argent, en fait, c'est voir la chose. Et donc, par quel moyen investir? Et ben, en fait, c'est d'acheter des NFT qui représentent quelque chose qui ont de la valeur. Et combien coûte un NFT? Ben ça, c'est il y a tous les prix. Hein, c'est un marché qui, c'est un marché ouvert et donc du coup, il y a tous les prix. On peut trouver des NFT qui sont très peu onéreux, des NFT qui sont très onéreux. Le NFT le plus cher à date, si je dis pas de bêtises, c'est celui de Beeple qui a été vendu aux enchères à 69 millions. Mais il y a beaucoup de NFT qui peuvent être vendus à quelques euros. Donc ça dépend vraiment. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Donc prochaine question. Alors, je m'intéresse quand même sur un point. Est-il possible de faire des NFT la preuve qu'un contenu événement a existé? Exemple, un site fait quelque chose d'illégal et pour ne pas être poursuivi, son auteur le ferme. Le NFT permettrait-il d'enregistrer l'acte illégal? Ok, donc je m'interroge quand même sur un point. Est-il possible de faire des NFT la preuve qu'un contenu événement a existé? Donc là, pour la première question, c'est oui. Exemple, un site fait quelque chose d'illégal et pour ne pas être poursuivi, son auteur ferme. Donc oui, en fait, donc là, le NFT, il peut servir à ça également. Donc de toute façon, en fait, c'est un NFT, en fait, ça vit sur la blockchain et donc la blockchain, en fait, sert à, il faut le voir en fait comme une base de données qui est ouverte en fait au monde et c'est une base de données qui est immuable. C'est-à-dire que tout ce qui est inscrit dans la blockchain, en fait, est inscrit à vie. Et c'est immuable, c'est-à-dire qu'on peut pas le falsifier ou le modifier. Donc c'est un garant de traçabilité. Donc on pourrait imaginer en fait un cas d'utilisation où un NFT serait généré en fonction d'un acte, mais pour qu'il y ait cette chose-là, il faut qu'il y ait un code qui soit en place. Mais sinon, pour répondre à la question, on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça. Oui. Donc, prochaine question. Alors, petite question. Si j'ai bien compris que la NFT permettait de prouver la propriété d'une chose quelconque, mais comment marche la capitalisation? Comment ça se fait que l'image prend de la valeur? Est-ce si elle est partagée? Ok, donc là, a priori, il y a trois questions. Donc, la première partie de la question, c'est, si j'ai bien compris, mais comment marche la capitalisation? Donc, la capitalisation, c'est un peu ce que j'ai répondu un peu avant. C'est en gros, le NFT lui permet d'associer en fait, ça fait le lien avec quelque chose.
Et cette chose-là, en fait, c'est cette chose-là qui a de la valeur. Le NFT, en fait, on peut le voir comme par exemple, si on prend l'exemple d'une voiture, la carte grise, c'est un bout de papier. La carte grise, c'est juste un bout de papier. Mais cette carte grise, en fait, elle fait le lien entre le propriétaire et l'objet, la voiture. Et donc, quand prenons, je sais pas moi, une Audi A3 ou peu importe le modèle, la voiture, en fait, elle a de la valeur. Mais pour faire la transaction elle va se faire et donc l'échange de propriété, il va se faire quand on va modifier la carte grise. Donc, in fine, la carte grise n'a pas tant de valeur que ça, mais la réelle valeur de la carte grise, c'est qu'elle définit qui est le propriétaire à un instant T. Donc là, c'est le même principe, c'est-à-dire que le NFT, si on enlève l'aspect qui associe le lien en fait à un objet ou à enfin la chose qu'il représente, en fait, il n'y a pas de notion de capitalisation parce qu'en fait, c'est juste en fait, on pourrait le voir comme un bout de papier. Donc ça, c'est la première chose. Comment ça se fait que l'image prend de la valeur? Donc l'image prend de la valeur, donc ça c'est comme toute chose, hein. C'est-à-dire que donc là c'est la question est posée, donc c'est sous l'angle d'un NFT de type artistique. Donc l'image prend de la valeur, elle prend de la valeur seulement si les personnes trouvent qu'elle a de la valeur. Donc c'est une réponse de Normand, mais au final c'est si il y a suffisamment de personnes qui considèrent que cette chose-là a de la valeur, bon, ça va prendre de la valeur. Et à un moment donné, donc la loi d'un marché, c'est l'offre et la demande. Et si donc on a une offre qui est une image et on a une demande qui est croissante ou au moins qui est stable, et ben ça va faire que la valorisation de l'image, donc de l'offre, en fait, elle va rester la même. Soit rester la même ou soit grossir. Et est-ce si elle est partagée? Ça, je comprends pas trop cette dernière partie, donc je peux pas trop y répondre parce que j'ai pas compris cette dernière partie. Donc prochaine question. Alors, comment établir une bonne stratégie de flipping NFT? Quelle blockchain choisir et avec quel budget commencer? Donc là, pareil, j'ai pas le démarrage en fait de la discussion, mais a priori c'est une personne, donc Nifty Rockstar, qui en gros se pose des questions sur plus ou moins comment faire de l'argent avec les NFT, parce que bon, la notion de flipping, en gros, c'est d'acheter quelque chose en fait à un prix A et ensuite de le revendre à un prix B. Et entre le A et le B, c'est d'avoir en fait un bénéfice. Donc je vais essayer de reprendre point par point. Donc, comment établir une bonne stratégie de flipping NFT? Donc là, flipping NFT, la première chose, c'est il faut étudier le projet, il faut savoir le projet, quels sont les plus ou moins ses points forts, ses points faibles. Il y a la notion de timing, de comprendre. Donc après, il y a des patterns qui reviennent assez de manière générale en fait sur le marché NFT. Donc c'est-à-dire que une collection en fait qui sera en mode pré-reveal, donc c'est-à-dire que lorsqu'elle est lorsqu'une nouvelle collection en fait est lancée et donc que la rareté en fait n'est pas encore révélée au niveau de la collection, donc ça c'est ce qu'on appelle pré-reveal. Généralement les tokens ils vont avoir un prix plus élevé que lorsqu'il y aura la reveal. Donc ça c'est quelque chose qui se constate assez généralement. Après il y a des exceptions, il y a des cas où en gros post-reveal en fait les prix vont sur l'ensemble de la collection montée, mais généralement, moi, en tous les cas de mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est au niveau pour répondre sur la partie flipping NFT, c'est que pré-reveal, en gros, l'ensemble des tokens, étant donné qu'il y a comme un point d'interrogation, on ne sait pas concrètement quelle va être la rareté en fait de ce token-là, toute la collection en fait va se vendre plus élevée, et lorsque ce sera post-reveal, donc quand tous les metadata, les informations au niveau du NFT seront accessibles en fait au niveau de la blockchain en fait, seulement les tokens les plus rares en fait ils vont conserver, ils vont grandir ils vont évoluer en termes de prix, et ceux qui sont plus ou moins les moins rares ou les plus courants, eux ils vont dropper. Donc c'est là en fait il y a une opportunité donc sur le pré-reveal, en gros sur la partie flipping NFT. Donc ça c'est juste une façon. Donc ça c'est quelque chose, un pattern en fait qui est assez courant. Donc c'est la notion de pré-reveal. Après sinon pour flipping NFT, il faut connaître
la collection sur le bout des doigts. Il faut savoir pourquoi un token est plus rare qu'un autre. Il faut savoir pourquoi un token du même niveau de rareté, pourquoi il y en a un qui serait mis à un prix qui est plus compétitif qu'un autre. Comprendre. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais globalement c'est faut connaître la collection sur le bout des doigts pour identifier en fait les bonnes opportunités. Et après, globalement, c'est comme tout type de secteur, parce qu'en fait là, on parle flipping NFT, mais si on parle flipping immobilier, par exemple, donc déjà c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le ticket d'entrée qui est plus élevé, mais sinon sur le principe de fond, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut connaître son marché, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir par exemple une annonce qui est dans telle rue, pourquoi elle est chiffrée à tel prix, alors qu'une annonce qui est dans la même rue, elle est chiffrée à un autre prix. En fait, il faut connaître tout simplement son marché. Donc là, dans le domaine NFT, c'est en gros, c'est connaître la collection. Donc le conseil que moi j'aimerais, c'est de se focaliser sur une collection et de connaître la collection sur le bout des doigts, de savoir pourquoi un token est plus rare qu'un autre, de définir en fait, de savoir en fait quel est le floor en fait au niveau de, donc le floor c'est le niveau le plus bas auquel est listé un token en fonction des raretés. Il peut y avoir, il y a plusieurs niveaux de rareté au niveau des collections. Il peut y avoir parce qu'il y a le floor, donc ça c'est sur l'ensemble des collections, mais après il y a différents niveaux de floor au niveau de rareté. Donc tout simplement, c'est une longue réponse, mais pour faire court, c'est en gros, faut connaître la collection sur le bout des doigts. Quelle blockchain choisir? Moi, c'est la blockchain avec laquelle vous êtes le plus confortable. Donc, il y en a pour tous les choix. Il n'y a pas de réponse par défaut à donner. C'est en fait la blockchain avec laquelle vous êtes le plus confortable. On va dire que Ethereum aujourd'hui, ça va être vu comme la blockchain la plus, enfin, c'est pas, ça va être vu, c'est la blockchain la plus onéreuse pour de multiples raisons. Vous pouvez faire ça sur Solana, vous pouvez le faire sur Tezos, vous pouvez le faire sur n'importe quelle blockchain. Après, c'est vraiment vous, bon, c'est connaître en fait plus ou moins votre ticket d'entrée et après c'est vous en fonction de votre choix. Et avec quel budget commencer? Ben en fait, j'ai répondu un petit peu. Ben le budget commencer, c'est celui avec lequel vous êtes confortable. Et déjà, faut partir du principe que bah, c'est déjà ce que j'ai oublié de dire parce que là ça parle un peu investissement. Moi je suis pas investisseur, je suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je dis en fait ça nécessite que vous devez faire en fait vos propres recherches. Donc j'ai parlé de manière assez générale, donc ça devrait être bon. Mais globalement c'est le budget pour commencer, c'est le budget, c'est peu importe la somme que vous définissez en budget, cette somme-là, vous devez être confort avec le fait que vous passez d'une somme qui a été définie et qui arrive à zéro. Donc ça, vous devez être confort avec ça. Donc globalement, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Prochaine question. Ok, c'est quoi les NFT sur les jeux vidéo? Bah, les jeux vidéo, en fait, c'est donc la partie gaming, c'est un univers en fait des NFT, et donc vous pouvez avoir Axis Infinity, il y a différents jeux, mais celui qui me vient en tête directement, c'est Axis Infinity, et globalement, c'est imaginer, donc pour faire un exemple, c'est donc on peut parler d'Axis Infinity, on peut parler de Sora, on peut parler, donc il y a plein de jeux différents, mais globalement, ce qu'il faut imaginer, c'est vous prenez, donc je vais prendre Axie Infinity, je vais le comparer avec Pokémon pour faire le lien. Pokémon, imaginez que vous jouez, vous prenez Bulbizarre, Pokémon, peu importe le personnage, vous jouez, vous faites des transactions, etc. Mais vous jouez avec des choses qui ne vous appartiennent pas. Axis, c'est comme si vous jouez à Pokémon, mais si vous jouez avec un personnage, ce personnage, il peut être un personnage que vous détenez réellement. Donc je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais bon, c'est quoi les NFT sur les jeux vidéo? Globalement, c'est ça, ça apporte la notion de possession sur quelque chose qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, vous jouez à un jeu vidéo, en fait, vous pouvez mettre de l'argent dans le jeu vidéo, vous pouvez mettre jouer et gagner en fait une monnaie plus ou moins virtuelle, mais sur des choses qui vous appartenaient pas. Et ben avec le Web3, en fait, les NFT sur les jeux vidéo, ce que ça fait, c'est que vous pouvez jouer à un jeu vidéo et jouer avec un personnage qui vous appartient réellement. Et ça, tout le monde peut le vérifier parce que c'est inscrit sur la blockchain. Donc, prochaine question. Alors, c'est quoi le secret en vrai pour vendre un NFT? C'est la com ou le projet?
Ok, donc là, pour moi, le réel secret, en fait, c'est pas vraiment un secret. C'est y a pas de résultat sans effort. Donc ça, c'est règle numéro une de mon point de vue. Et après, deuxièmement, c'est un NFT sans communauté. En fait, ça ne veut. Enfin, le NFT, voilà, s'il n'y a pas de communauté derrière, ben, le NFT, en fait, il va parler à personne. Donc, globalement, si on veut parler de secret, c'est d'avoir une communauté et c'est d'abord une communauté et ensuite un NFT. Si on le fait dans l'autre sens, un NFT puis on essaye d'avoir la communauté, ben c'est là où en gros, on peut se poser la question de comment je fais pour vendre, etc. Mais si vous avez déjà une communauté, finalement, le NFT, ça va juste être une représentation entre la communauté et vous. Et donc, le lien qu'il y a entre vous deux, vous pourrez mettre un NFT sur le chemin et donc NFT qui représentera quelque chose que soit la communauté veut de vous ou globalement, c'est soit quelque chose que la communauté veut de vous, soit ça va être une représentation de une sorte de merci pour ce que tu as pu nous apporter au niveau de la communauté, que ce soit du contenu, l'information, de la motivation, peu importe. Mais voilà, moi je dirais que donc deux règles, si je peux me permettre de dire ça, c'est la première, c'est sans travail, sans effort, il ne peut pas y avoir de magie. Et deuxièmement, c'est d'abord penser communauté et après penser NFT. Voilà, donc prochaine question. Alors, des semaines que je vois mon fil Twitter ne parler que des cryptos et des NFT, je ne pige rien, je me sens vieux. Un NFT, c'est pas une image qui peut coûter cher. Quel rapport avec les industries qui se lancent dedans? C'est quoi une blockchain? Ok, donc là, globalement, c'est, je pense, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir représentées avec ce tweet. C'est globalement, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est. Donc je vais donner une réponse, mais avant de donner la réponse, ce que je veux donner comme élément, c'est que on a vu en fait l'effet du Web 1. Donc Web 1, c'est accès en fait à l'information sur site web. On a vu l'effet du Web 2 avec l'émergence de tous les influenceurs, toutes les personnes qui peuvent vivre grâce aux réseaux sociaux. Et on est en train de vivre actuellement l'émergence du Web 3. Donc le Web 3, c'est la possession. Et globalement, cette petite phrase, en fait, elle devrait vous inciter, en fait, à vous documenter plus sur ce que c'est, en fait. Sur vraiment comprendre quels sont les fondamentaux, quels sont les cas d'usage et quelle est la technologie et de comprendre, en fait, à l'effet inverse, OK, comment cette technologie elle peut être appliquée sur le monde qu'on connaît aujourd'hui. Parce que le monde qu'on connaît aujourd'hui ne sera pas le monde de demain. Et le monde de demain, de mon point de vue, sera clairement défini, shapé par la révolution qu'on est en train de vivre. Et donc, moi, le conseil que je donnerais à n'importe qui actuellement, qui peut se représenter par ce tweet, c'est en gros, faites l'effort en fait de vous documenter et d'apprendre ce que c'est. Je sais que c'est pas simple, mais vous en aurez le bénéfice sur long terme parce que ça va devenir prépondérant. Et de mon point de vue, en fait, les NFT, ce sera la norme de la possession mondiale. De la même façon que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vu comme la communication moderne, et ben les NFT, ce sera la possession moderne. Et comme vous le savez, en fait, on vit dans un monde capitaliste. Et tout ce qu'on possède, peu importe où vous soyez quand vous voyez cette vidéo, même actuellement, si vous êtes en live, donc actuellement, il y a personne en live, mais peu importe. Mais en tous les cas, faites un 360 sur vous, même regardez ce que vous portez. Tout ce que vous voyez, en fait, appartient à quelqu'un. Donc ça, c'est la possession. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les NFT, la puissance de cette technologie, c'est que elle permet cette technologie, ce qu'elle permet, c'est de définir qui est le propriétaire de toute chose physique ou digitale. Donc c'est juste huge. Donc un NFT, c'est pas une image qui peut coûter cher. Ça, on va dire que c'est le premier cas d'utilisation et c'est le premier cas d'utilisation qui a fait parler les médias depuis l'année dernière. C'est en gros, OK, un NFT, une image, vous pouvez voir une image d'échange de choses, etc., qui peuvent paraître, OK, je comprends pas. Le sujet, c'est une technologie qui permet la possession sur actifs physiques ou digitaux. Donc là, en l'occurrence, on peut parler d'une image. L'image, en fait, elle va représenter
ça va être le support, ça va représenter quelque chose de plus. L'image, en fait, c'est soit on parle de NFT type artistique, donc c'est vraiment juste de l'art, c'est juste de l'art et il n'y a pas d'utilité. Et donc, si on parle juste d'art, donc ça c'est quelque chose de très subjectif, vous pouvez aller au musée du Louvre, musée d'Orsay. Si vous visitez, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir et que vous allez dire, ok, je trouve pas ça hyper dingue ou c'est pas quelque chose que j'achèterais. Ben c'est la même chose sur ce commentaire. En fait, une NFT c'est pas une image qui peut coûter cher. En gros, c'est de votre point de vue, c'est juste une image, mais pour d'autres personnes, c'est plus qu'une image, ça représente d'autres choses et voilà. Et donc après la notion de d'onéreux, en fait, ça va être défini parce qu'il y a des personnes qui, avec des moyens, qui vont vouloir posséder cette chose-là. Ensuite, quel rapport avec les industries qui se lancent dedans? Le rapport, c'est que si, par exemple, on prend l'industrie automobile, quand vous achetez le véhicule, en fait, vous allez chez le concessionnaire, donc il y a le constructeur automobile qui fabrique le véhicule. Ensuite, il y a les concessionnaires qui les mettent en vente. Ensuite, il y a le particulier ou le professionnel qui va acheter le véhicule. Donc, en bout de chaîne, il y a la transaction de j'ai envie d'acheter cette chose-là. Et donc ça, c'est un exemple, mais au final, tous les jours, en fait, vous faites des transactions et ces transactions, en fait, elles sont représentées par un échange d'un côté, il y a un flux monétaire et de l'autre, il y a soit je vais avoir quelque chose ou soit j'ai accès, par exemple, à une expérience. Ça, c'est remplacé par un NFT. Un NFT, ça peut représenter, vous avez soit accès, ça représente que vous êtes le propriétaire de quelque chose ou que vous pouvez accéder en fait à une expérience. Et donc, pourquoi les industries se lancent dedans? Parce que toutes les industries, en fait, elles ont, enfin, les sociétés de type commercial, en fait, le but du jeu, en fait, c'est de faire une transaction. Et donc, le principe même d'une transaction, en fait, c'est de finir, en fait, de faire une vente et d'échanger quelque chose. Donc, là, il y a un échange, en fait, de possession. Donc, c'est pour ça qu'il y a que ça intervient à ce niveau-là. Après, c'est quoi une blockchain? Un blockchain, vraiment, en fait, c'est un réseau décentralisé qui n'est pas opéré en fait par une entité et qui en gros c'est décentralisé. Et ce que ça permet, c'est en fait c'est que étant donné qu'il est décentralisé, c'est personne n'a le contrôle de ce réseau-là. Et donc ce que ça empêche, c'est plus ou moins ça va empêcher le fait d'avoir des comment dire, ça va empêcher d'avoir des principes où en gros on va imposer un point de vue où il y aura qu'un seul point de vue, où ce sera trop monocentré. En fait, c'est l'inverse. Il y a la notion centralisée et la notion décentralisée. Donc blockchain, c'est ça, c'est un réseau qui est décentralisé. Voilà. Donc prochaine question. Ok, vendre sa musique en NFT, good move ou bad move, vous en pensez quoi? Donc, Reggio de la ville, vendre sa musique en NFT, bon, c'est quelque chose qui est tout à fait valable et qui, je sais pas si déjà tu as déjà vendu la musique en NFT, mais en tous les cas, enfin, si tu as déjà vendu de la musique tout simplement, rajouter musique en NFT, en fait, c'est un nouveau moyen. Mais ce nouveau moyen, en fait, pourquoi je dis ça? C'est que si tu n'as jamais vendu de musique, en fait, avant, il y a quand même des fondamentaux à avoir pour vendre la musique. Après, la notion de NFT, en fait, il faut voir comme une innovation. Et donc, du coup, innovation, l'avantage de le vendre en NFT, ce que ça va permettre, c'est que, à la différence aujourd'hui, quand, par exemple, tu vas créer de la musique et tu vas la mettre sur une plateforme, et de la plateforme, en fait, elle va te rémunérer en fonction du nombre de streams ou de fois en fait où cette chose-là va être consommée. Donc finalement, tu travailles, tu déposes et ensuite tu attends un pourcentage du nombre de streams et c'est la plateforme finalement qui a le réel bénéfice. Là, l'avantage avec musique NFT, c'est que tu modifies, tu reprends un peu le contrôle. Pourquoi? Parce que musique NFT, en fait, tu peux la lister sur des marketplaces.
Donc sur les marketplaces, effectivement, il va y avoir des frais, mais l'avantage, c'est que si tu crées ton propre smart contract, tu peux intégrer une notion de royalties à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que en vente initiale, donc imaginons, tu as une collection, imaginons tu vas lancer un nouvel album et tu as, disons, 100 tokens. Ces 100 tokens, tu les vends. Donc ça, c'est une première source de revenus. Ensuite, au niveau de la blockchain, on peut savoir qui sont les premières personnes finalement qui soit t'ont fait confiance ou soit t'ont, en tous les cas, soutenu dans ce projet-là. Et si en fait une personne décide de vendre, ça c'est son choix. Si elle décide de vendre et que tu as intégré un royalties sur les ventes secondaires, tu peux avoir un pourcentage de cette vente-là. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est une innovation sur laquelle je peux bénéficier avec la notion des NFT. Et donc, bien sûr, tu peux vendre ta musique en NFT. Ce que je disais en introduction, c'est juste qu'il faut être sûr que tu as des bons fondamentaux en place, que tu as déjà une communauté, que tu as déjà en fait des personnes qui te suivent, etc. Parce que si tu n'as pas de communauté aujourd'hui et si tu n'as pas encore vendu, le fait de le faire en NFT, c'est pas parce que tu fais un NFT que ça va être un gage de garantie. C'est une innovation, mais si les fondamentaux sont en place, ben ça, voilà. Mais globalement, bien évidemment, vendre sa musique en NFT, de mon point de vue, c'est une bonne idée, et notamment pour ceux qui ont déjà vendu déjà de la musique auparavant. Donc, prochaine question. Ok, donc là, je manque le contexte, mais a priori, il y avait une discussion avec Azuki Official et Art Monochrome 1. Donc, pourquoi les punks et les Bored Ape aussi sont aussi chers? Donc là, en fait, c'est donc la réponse, c'est que les punks sur le marché en fait NFT sont considérés comme les premiers. Donc c'est pas les premiers PFP, donc Profile Picture, mais c'est considéré comme la première collection PFP à avoir eu du succès. Donc c'est vu comme l'original. Même si aujourd'hui avec la blockchain, on sait que c'est pas la première collection PFP qui a été lancée. Cela dit, il y a un consensus aujourd'hui sur le marché NFT autour du fait que la collection Punk, il y a énormément de personnes qui considèrent que c'est la première collection de type PFP qui a eu du succès, donc les 10 000 tokens. Donc ça, c'est pour la partie Punk. Bored Ape, donc ça, c'est pourquoi ils sont aussi chers, parce que ils ont créé en fait un système de club auquel énormément de personnes souhaitent joindre. Donc ça, c'est la demande, mais l'offre, en fait, elle est limitée. L'offre, c'est donc dans la collection numéro 1, donc c'est juste 10 000 tokens. Et donc 10 000 tokens, il ne peut pas y en avoir plus. Donc si on a une demande qui excède cette offre-là, bah, ce qui se passe, c'est que la valorisation de l'offre, en fait, elle augmente, parce qu'en fait, il y a moins d'offres que de demandes. Donc ça augmente. Et après, il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est vu comme un club VIP ou plus ou moins un club de personnes avec des moyens, voilà, des moyens assez costauds, parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont cette collection. Et aujourd'hui, on va dire, c'est une collection qui est vue comme collection qui est très tendance, Ils ont innové, bien évidemment. Avec la notion de airdrop, donc ça en 2021, ils ont pas mal innové. Aujourd'hui, c'est vu comme une référence plus ou moins d'une collection qui marche, quoi. Et donc les Punk et Bored Ape, tous les deux, ils sont pour des raisons différentes. Et en plus, Bored Ape, donc ça c'est géré par la société Yuga Labs. Et Yuga Labs, l'un des derniers moves, donc il y a eu la release en fait de leur projet Metaverse Otherside, mais l'un de leurs derniers moves, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté la propriété intellectuelle de Punks. Donc Punks, c'est le côté historique qui prédomine. Bored Ape, c'est le côté innovateur. Il y a le côté timing aussi de quand ils ont lancé. Ils ont
D'abord, c'était vraiment focus sur communauté. Et là, aujourd'hui, c'est toujours ça. Bien évidemment, il y a l'aspect communautaire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la communauté, en fait, elle évolue. Et en fait, il y a de plus en plus de célébrités qui rejoignent. Et donc, les célébrités, c'est des fonds qui sont assez élevés. Et donc, par exemple, si on regarde les derniers achats de Justin Bieber, je crois, Justin Bieber, il a acheté des tokens. Si j'ai pas de bêtises, ça dépasse les 100 is ou des trucs comme ça. Donc, c'est cher parce que il y a des personnes qui ont les moyens, qui veulent obtenir cette chose-là. Voilà. Donc là, je vais juste regarder l'heure. Donc, ce sera la dernière question. Donc, en tous les cas, c'était un nouvel épisode de Get Robert. Donc, Get Robert, comme je l'ai dit, c'est vous avez des questions, et moi j'y réponds. Donc, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Et si vous voulez me poser une question en direct, ce que vous pouvez faire, c'est sur Twitter. En fait, vous taguez mon compte. Donc, c'est @RobertNelta, donc tout attaché. Donc, ce qui est juste là. Hop, ce qui est juste là. Donc, c'est @RobertNelta, tout attaché. Et vous mettez le hashtag GetRobert. Et je serai en mesure de vous répondre dans un prochain épisode. Donc, c'est tout pour moi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!